Ce matin-là, What do you mean un she's brouillard missing? tenace rampait à même la Don't terre, play dumb with noyant me. la forêt Where de is she? Brocéliande dans une mer laiteuse où se découpaient des ombres fantomatiques. Stéphane Dubois suivait le sentier qu'il avait emprunté 1000 fois, un rituel matinal partagé avec sa fille de 7 ans, Chloé, qui le suivait de près. Le son de leurs bottes écrasant les feuilles givrées résonnait dans le silence feutré. Puis il l'aperçut. Une femme, effondrée au pied d'un chêne centenaire, sa robe de soirée souillée de boue et déchirée en plusieurs endroits, son souffle court et saccadé. Elle sursauta quand il s'approcha, ses yeux affolés fouillant les arbres comme une biche aux abois. Stéphane posa un genou à terre avec une infinie précaution, enlevant son blouson pour le poser sur les épaules tremblantes de l'inconnu. Sur le sentier, Chloé restait immobile, observant son père tendre la main à cette femme qui ne put que chuchoter « Je vous en prie, n'appelez personne ». Avec l'aide de Stéphane, elle se mit debout, oscillant contre lui tel un roseau, son corps ayant visiblement dépassé toute limite d'endurance. Ses chaussures, d'élégants escarpins en cuir italien, étaient ruinées, les brides cassées, la terre séchée collée à chaque interstice. Elle n'avait rien sur elle, ni sac, ni téléphone, rien que les lambeaux d'une soirée qui avait dû être radicalement différente. « Vous tenez debout » demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça d'un signe de tête, bien que ses jambes tremblantes disent le contraire. Stéphane la soutint plus fermement, lui permettant de s'appuyer sur lui alors qu'il rebroussait chemin. Chloé se joignit à eux, sa petite main se glissant dans celle de son père. Elle ne détournait pas les yeux du visage de l'étrangère. La femme avançait comme si elle échappait à un danger imminent, non pas à des flammes mais à une menace invisible qui la talonnait. Tous les quelques pas, elle jetait un regard inquiet par-dessus son épaule, scrutant la forêt comme si elle craignait d'être suivie. Sa respiration était maîtrisée mais peu profonde, le genre de calme forcé qui vient de l'habitude, de l'entraînement à masquer une angoisse profonde sous une apparence lisse. « La route est à moins d'1 kilomètre, annonça Stéphane. Ma vieille Renault 4 litres y est garée. On va vous mettre au chaud. Elle ne réagit pas immédiatement. Ses lèvres bougèrent en silence, comme si elle délibérait d'un choix crucial que lui seul ne pouvait voir. Enfin, sa voix s'éleva, à peine plus qu'un souffle. J'ai quitté une réception. Très importante. Un silence, puis un éclat indéfinissable dans son regard. Pas vraiment de la peur, plutôt un air de défilasse. Je n'aurais pas dû partir. Stéphane se garda bien de poser plus de questions. Il savait par expérience que certaines confessions ne se livrent pas sous la contrainte et que la patience était la meilleure approche. Il se concentra sur la marche, sur le rythme de leurs pas et sur la chaleur de la main de sa fille dans la sienne. Chloé, elle, n'avait pas de tel filtre. « Vous vous étiez perdu » lança-t-elle avec l'innocente franchise de l'enfance. La femme s'immobilisa. Un long moment, elle fixa Chloé, la dévisageant comme si elle redécouvrait une émotion oubliée dans les traits de la fillette. Son visage se détendit, la dureté de ses traits s'effaçant pour révéler une fragilité, une humanité touchante. « Oui » finit-elle par dire. « Je crois bien que oui. » Ils arrivèrent à la voiture au moment où l'aube commençait à poindre, déchirant la couverture nuageuse. Stéphane installa la femme à la place du passager, tandis que Chloé s'installait à l'arrière, ne la quittant pas des yeux. Le moteur de la 4 litres tout sauta puis vrombit, et le chauffage diffusa une chaleur bienvenue qui contrastait brutalement avec le froid mordant de la forêt. En rejoignant la route départementale, Stéphane jetait des coups d'œil à sa passagère. Elle restait droite, les mains croisées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide, indifférente au paysage du Perche qui défilait. Elle possédait cette beauté froide et parfaite des objets de grande valeur. Soignée, impeccable, maîtrisée. Mais il devinait les failles sous le vernis, le mascara qui avait bavé, le tremblement imperceptible de ses doigts, cette posture rigide de quelqu'un qui anticipe un choc. Elle appartenait à un monde d'opulence. La coupe de sa robe, l'éclat de ses bijoux, son port de reine, tout en elle criait une origine sociale que Stéphane ne connaissait que de loin. Mais elle s'était échappée d'un lieu terrible, un lieu qu'il avait jeté dans la nature, seule et démunie, fuyant une chose qu'elle taisait. « Je vous emmène où » demanda Stéphane. La question résonna dans le silence. La femme tourna la tête vers lui, et il put alors mesurer la profondeur de sa lassitude. Elle n'était pas seulement physique. C'était une fatigue de l'âme, accumulée après des années à porter un poids invisible. « Je ne sais pas » avoua-t-elle. « Je n'ai aucun endroit où aller. » Dans son rétroviseur, Stéphane vit Chloé se pencher,
le visage grave, absorbé par la conversation. Il comprit qu'elle tentait de résoudre une énigme. Comment une femme si richement vêtue pouvait-elle être à ce point démunie? Stéphane n'avait pas non plus la réponse. Mais en traversant le village endormi, longeant les bistrots et les quincailleries où la vie reprenait son cours, il sut qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Il l'aiderait. Sans savoir comment, ni ce que cela lui coûterait. Le souvenir de son regard quand Chloé lui avait posé sa question, cet instant où ses défenses s'étaient effondrées, suffisait. Quelle que soit sa fuite, elle ne l'amènerait pas seule. Elle finit par lui donner son prénom, Manon. Rien de plus. Ni nom, ni adresse, comme pour effacer toute trace du monde qu'elle avait quitté. Ils se retrouvèrent dans la cuisine rustique de Stéphane, devant des tasses de café noir qui fumaient sur la table. Chloé était montée dans sa chambre, non sans jeter plusieurs coups d'œil en arrière. La lumière du matin dessinait des formes géométriques sur le sol en vinyle. « C'était ma fête de fiançailles », commença Manon d'une voix hésitante, comme si elle apprivoisait les mots. Le début de tout, en théorie. L'union de deux dynasties, de deux empires financiers. Une manœuvre d'affaires habillée en conte de fées. Stéphane l'écoutait, silencieux. Il savait ce que voulaient dire les unions de convenance. Son propre mariage s'était éteint sans un bruit quand Chloé avait 3 ans, non par un drame mais par l'usure, par la constatation qu'ils n'étaient plus que 2 colocataires. Il existait des prisons sans barreaux. Je connais Nicolas depuis l'adolescence, continua Manon. Nos pères sont associés. Notre mariage était une chose entendue, une certitude. Jamais une question, seulement une date à fixer. Ses mains se crispèrent autour de sa tasse, qu'elle n'avait toujours pas touchée. La soirée d'hier était la consécration. 300 invités, des sculptures de glace, un orchestre. 6 mois de préparation par ma mère, au détail près. Et vous êtes parti. Je me suis enfui, corrigea-t-elle, le mot chargé de honte. J'ai prétexté une envie pressante, mais au lieu des toilettes, j'ai pris la sortie de service. J'ai traversé le parc, et je me suis enfoncé dans les bois. J'ai couru jusqu'à l'épuisement. Stéphane imaginait la scène. La décision, mûrie ou spontanée, l'adrénaline de la transgression, la peur de tourner le dos à une vie entière. Et Nicolas, vous l'aimez? Le rire de Manon fut bref et sans joie. L'amour n'a jamais été un paramètre. Nicolas est un homme respectable, je suppose. Il ne m'a jamais fait de mal. Mais son regard sur moi est celui d'un collectionneur sur une nouvelle acquisition. Une pièce de plus à exposer. Enfin, elle le regarda dans les yeux. J'ai 34 ans, Stéphane. Jamais, au grand jamais, je n'ai pu faire un seul choix pour moi-même. Hier soir, j'ai choisi. Le vrombissement d'un hélicoptère brisa la quiétude. La réaction de Manon fut fulgurante. Sa tasse tomba, elle se leva d'un bond, le visage livide. L'espace d'un instant, elle redevint la femme traquée de la forêt. Stéphane se précipita à la fenêtre. L'appareil volait vers le nord. Probablement une mission de sauvetage en montagne. Ce n'est pas pour vous, la rassura-t-il. Il s'éloigne. Mais Manon ne se calma pas. Elle restait là, au milieu de la pièce, les bras serrés autour de sa poitrine, secouée de tremblements. Vous ne comprenez pas, chuchota-t-elle. Ma famille ne tolère pas la défaite. Elle n'abandonne jamais ce qui est à elle. Son regard était suppliant. Et à leurs yeux, je suis à eux. Ce n'est que le soir venu que Stéphane prit la mesure du drame. Chloé était plongée dans ses devoirs sur la table de la cuisine. Manon dormait dans la chambre d'amis, terrassée par la fatigue et l'angoisse. Assis dans son salon, Stéphane passait d'une chaîne à l'autre sans conviction, l'esprit ailleurs. C'est alors qu'un visage apparut à l'écran, et que tout s'éclaira. La femme sur la photo était d'une beauté parfaite, une image glacée qui n'avait rien de commun avec la créature fragile qui l'avait secourue. Coiffure sophistiquée, maquillage professionnel, robe de grand couturier. Seuls les yeux, hantés et désespérés, étaient les mêmes. Flash spécial, annonça la journaliste d'un ton solennel. Manon Delacroix, héritière des entreprises Delacroix, est toujours portée disparue depuis la réception de ses fiançailles. Sa famille, dans un communiqué, fait part de sa terrible inquiétude et lance un appel à témoins. Un frisson glacial parcourut Stéphane. Le reportage montrait des images de la soirée.
On y voyait Manon, aux côtés d'un homme élégant, souriant à des objectifs qui ne voyaient rien de son tourment. Puis son père, Pierre Delacroix, prit la parole. Son visage était un masque de chagrin paternel, mais son regard restait froid. La disparition de Manon nous anéantit, déclara-t-il d'une voix assurée. Nous pensons qu'elle a pu être enlevée. Une importante récompense sera offerte à quiconque nous aidera à la retrouver saine et sauve. Enlevée. Le mot explosa dans la tête de Stéphane. Il revit Manon dans la forêt, il entendit sa voix décrire ce mariage forcé, cette vie sans choix. Les Delacroix ne voulaient pas retrouver leur fille. Ils voulaient récupérer un bien qui leur avait échappé. Papa ? La voix de Chloé le tira de ses pensées. Elle avait laissé ses cahiers et le regardait, l'air grave. C'est elle, à la télé. La dame qu'on a trouvée dans les bois. Stéphane éteignit le son. Il avait toujours prôné la transparence avec sa fille, refusant les mensonges faciles. Mais cette situation dépassait tout ce qu'il avait connu. Oui, mon cœur. C'est elle. Ils disent qu'on l'a kidnappée. Le front de Chloé se plissa. Mais c'est pas vrai. C'est nous qui l'avons trouvée. Elle s'échappait. Je sais. Mais alors, pourquoi ils mentent ? La question, d'une logique enfantine implacable, le laissa sans voix. Stéphane songeait au pouvoir, à l'art de manipuler l'opinion, à cette capacité qu'ont les puissants de réécrire l'histoire à leur avantage. Il songeait à Manon, qui dormait à l'étage, ignorant le piège narratif qui se refermait sur elle, la transformant de femme libre en victime passive. Parfois, expliqua-t-il avec soin, les gens mentent parce que la vérité est embarrassante. La famille de Manon voulait ce mariage, mais pas elle. Alors elle est partie. S'il l'avouait, cela les couvrirait de honte. Les gens se demanderaient pourquoi elle a dû en arriver là. Chloé médita un instant. C'est pas juste, conclut-elle. Si elle voulait pas, elle avait le droit de dire non. On doit pas forcer les gens à se marier. Stéphane la serra contre lui, ému par cette rectitude morale si pure. Tu as absolument raison, mon cœur. Personne ne devrait. Mais son regard fut attiré par l'écran muet, où le montant de la récompense offerte par les Delacroix atteignait désormais 5 millions d'euros. Il comprit alors avec effroi que la justice n'aurait que peu de poids dans cette affaire. Le lendemain, l'affaire Delacroix était partout. Dans les discussions au bistrot du coin, sur les notifications de son téléphone, dans l'atmosphère électrique du village, soudainement devenu l'épicentre d'un fait divers national. Les Delacroix avaient mis les grands moyens, cabinet de communication de crise, détective privé, et un récit cousu de fil blanc mais diablement efficace. Selon leur version, Manon avait été victime d'un prédateur qui l'avait attirée hors du château, sans doute un ennemi de la famille. On analysait les bandes de surveillance, on interrogeait le personnel. La chronologie officielle ne laissait aucune place à l'hypothèse d'une fugue. Nicolas Lefebvre, le fiancé bafoué, jouait son rôle à la perfection sur les plateaux télé. Il y parlait de son amour, de son angoisse, de son espoir de la retrouver. Son charme et son éloquence en faisaient la victime idéale. Elle était si radieuse, ce soir-là, confiait-il, la voix tremblante d'une émotion feinte. Elle me disait son impatience de commencer notre vie à deux. Celui qui l'a enlevé lui a volé son avenir. Stéphane regardait ce spectacle, Manon à ses côtés. Elle était sortie de sa chambre, un peu moins défaite que la veille, mais toujours marquée par l'épreuve. Elle fixait l'écran avec un mélange de dégoût et de lassitude. Il ment, dit-elle calmement. Nicolas sait très bien que je suis parti seul. Il m'a vu me diriger vers les jardins. Il n'a rien fait. Pourquoi fait-il ça, alors ? Son rire était amer. Parce que l'admettre serait reconnaître que sa fiancée a préféré la nuit et le froid à une vie avec lui. C'est une humiliation insupportable pour son orgueil. Quant à mon père. Elle secoua la tête. Il préfère me croire victime d'un crime que d'admettre que j'ai osé défier ses plans. La récompense avait encore grimpé, 10 millions d'euros. Une somme folle qui, pour les médias, symbolisait l'amour d'un père. Stéphane songea à ce qu'il pourrait faire avec 10 millions. Offrir à Chloé un avenir qu'il ne pourrait jamais lui assurer. Un simple appel, et tout serait fini. Il se dirait qu'il avait aidé une famille éplorée à retrouver leur fille. Mais Chloé entra à ce moment-là, en pyjama, et demanda si Manon voulait des crêpes. Manon lui offrit un sourire,
un vrai, le premier peut-être, et répondit qu'elle en serait ravie. Et Stéphane sut qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de prix, des personnes qui ne se vendaient pas. Quoi qu'il arrive, il ne la trahirait pas. S'il ne lui plaisait pas, cet homme, dit Chloé en désignant Nicolas à l'écran, pourquoi elle n'a pas dit non, tout simplement? Pourquoi elle a dû partir en courant? Manon s'accroupit pour être à sa hauteur. Parce que parfois, quand on a passé sa vie à obéir, le mot non ne sort plus. Parfois, la seule façon de dire non, c'est de s'en aller. Chloé hocha la tête, pensive. C'est triste. On devrait toujours pouvoir dire non. Les yeux de Manon s'embuèrent. Oui, murmura-t-elle. On devrait. Le troisième jour, les recherches s'intensifièrent dans la forêt de Brocéliande. Des cartes de reportage envahissaient le village. Des gendarmes passaient au peigne fin les sentiers que Stéphane connaissait par cœur. Des bénévoles quadrillaient la zone où Manon avait erré. L'affaire était devenue un feuilleton national, alimentant les théories les plus folles sur les réseaux sociaux. Et Stéphane se retrouvait malgré lui au cœur du cyclone. Les rumeurs enflaient. À la quincaillerie, à la boulangerie, on le dévisageait. Stéphane Dubois, ce veuf si discret, n'avait-il pas été vu dans la forêt ce matin-là? N'avait-il pas acheté de café à la station-service? Pourquoi les volets de sa chambre d'amis restaient-ils clos? Ce fut Sandrine Moreau, sa voisine, qui mit les pieds dans le plat. Elle arriva avec un gratin dauphinois et une curiosité mal déguisée. « Stéphane, il faut que je vous pose la question. » Son regard tentait de percer les secrets de la maison. Les gens jasent. On dit que vous seriez le dernier à avoir vu cette femme de la Croix avant. Enfin, avant qu'elle ne disparaisse. Stéphane resta impassible, barrant le passage. Je me promène là tous les matins, Sandrine. Vous le savez. Mais avez-vous vu quelque chose d'étrange? Sa voix se fit plus basse. On parle d'une agression, qu'elle aurait été enlevée. Si vous savez quelque chose, Stéphane, il faut le dire aux gendarmes. Pour cette pauvre famille. Cette pauvre famille. Stéphane revoyait le regard de Pierre Delacroix, le jeu d'acteur de Nicolas Lefebvre, les millions dépensés pour traquer une femme dont le seul crime était de vouloir être libre. Je n'ai rien vu de particulier, répondit-il. Des arbres et du brouillard. Comme d'habitude. Sandrine n'en crut pas un mot, c'était visible. Mais la bienséance l'empêcha d'insister. Elle lui tendit le plat avec un sourire forcé et s'éloigna, le portable déjà à la main. En refermant la porte, le cœur de Stéphane battait la chamade. Chloé l'attendait dans le couloir, le visage défait. « Papa. Zoé m'a dit que sa mère pense que tu es un méchant. Elle a dit que c'est peut-être toi qui as kidnappé la dame et que tu la caches ici. » La cruauté de ces mots le frappa en plein cœur. Sa fille, sa petite fille, harcelée à l'école à cause de lui. Il s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. « Écoute-moi bien. Je n'ai rien fait de mal. Et toi non plus. Les gens sont perdus et ils disent n'importe quoi. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Toujours. » Chloé cacha son visage contre son épaule. « J'aime pas qu'on dise du mal de toi. Moi non plus, mon trésor. » En la berçant, il pensait à Manon, à l'étage. À cette situation inextricable. On va s'en sortir. Promis. C'était une promesse en l'air, mais c'était son rôle de père de la prononcer, même quand tout semblait perdu. Seule dans sa chambre, Manon regardait la nuit tomber sur ce village qui n'était pas le sien. Elle se souvint du jour où elle avait compris que sa vie ne lui appartenait pas. Elle avait 9 ans. Son père lui avait annoncé son inscription au lycée Henri IV. Non par choix, mais parce que la fille Lefebvre y était, et que les liens entre les deux familles devaient se resserrer. Un lien. C'est ainsi qu'il avait dit. Comme si elle n'était qu'un câble conducteur entre deux pôles de pouvoir. Toute sa vie avait été ainsi. Les amitiés, les études, les loisirs, tout était stratégiquement choisi pour elle. Chaque décision était prise en haut lieu, selon une logique qui lui échappait. Elle avait appris à jouer le jeu, à sourire sur commande, à être la façade lisse et parfaite qu'on attendait d'elle. Elle s'y était si bien appliquée qu'elle avait fini par oublier qui elle était vraiment. Nicolas était la touche finale de ce plan. Il avait été placé sur son chemin depuis l'enfance, un pion familier et rassurant.
On l'avait conditionnée à l'accepter, comme une plante qu'on force à pousser dans une direction. Le jour de la demande en mariage, devant les deux familles réunies et les objectifs, quelque chose s'était brisé en elle. Une fissure dans l'édifice de sa vie. Elle avait dit oui, parce que non n'était pas une option. Mais dans les semaines qui suivirent, la fissure s'était agrandie. Les essayages, les réunions avec les traiteurs, chaque détail de ce mariage la rapprochait du gouffre. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus. Elle pleurait en cachette. Puis il y eut la soirée de fiançailles au château, dans le Val-de-Loire. 300 invités pour célébrer sa condamnation. Son père parlant de dynastie, sa mère obsédée par les plans de table, Nicolas à ses côtés, tel un propriétaire prenant possession de son bien. C'en était trop. Quelque chose avait cédé. Ou plutôt, quelque chose s'était réveillé. En quittant la salle de réception, en s'enfuyant dans la nuit, elle n'avait pas eu peur. Pour la première fois de sa vie, elle s'était sentie vivante. La forêt était hostile, elle s'était blessée, elle avait eu froid, mais chaque pas était une libération. Et puis elle s'était écroulée, à bout de force. C'est là qu'un homme était apparu dans la brume. Un homme au regard doux, avec une petite fille qui ne la voyait pas comme une héritière, mais comme un être humain en détresse. C'est là qu'elle avait compris. Elle ne fuyait pas seulement sa famille et Nicolas. Elle courait vers quelque chose, le droit d'exister par elle-même. En regardant les lumières du village, Manon prit sa décision. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle ne pouvait plus laisser Stéphane et Chloé payer pour elle. Il l'avait sauvée sans rien attendre en retour. Il était temps de reprendre le contrôle. Cette fois, c'est elle qui déciderait des termes de sa réapparition. 3 jours plus tard, elle était sur le seuil de la maison. Elle était méconnaissable. Cheveux coupés courts, vêtements simples achetés dans une friperie, aucun bijou. Elle ressemblait enfin à elle-même, pensa Stéphane, et non plus à une image de magazine. J'ai vu les informations, dit-elle. Ce qu'on dit de vous. Stéphane la fit entrer, jetant un œil inquiet à la rue. Il avait été de nouveau interrogé par les gendarmes, son passé fouillé, ses moindres paroles analysées. Ça devient intenable, avoua-t-il. Chloé est malheureuse à l'école. On a tagué ma voiture. La culpabilité se lisait sur le visage de Manon. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû vous impliquer. J'aurais dû. Quoi? Le coupa Stéphane. Mourir de froid dans la forêt? Vous n'avez rien fait de mal, Manon. Vous avez fui une situation toxique. Ce n'est pas un crime. Allez dire ça à mon père, qui a fait de moi une victime de kidnapping pour ne pas admettre que j'ai refusé le mari qu'il m'imposait, répliqua-t-elle avec amertume. Un silence s'installa. Puis, d'une voix résolue, elle annonça « Je vais me rendre ». Stéphane la dévisagea, incrédule. Pas à ma famille. À la gendarmerie. Je ne peux pas vous laisser porter ce fardeau. Je vais tout leur dire, et laver votre nom. Advienne que pourra. Mais ils préviendront votre famille sur le champ. Vous serez de retour à la case départ en moins de 2. Peut-être, répondit-elle, le regard déterminé. Mais cette fois, c'est moi qui raconterai l'histoire. Ma version, avant que la leur ne m'écrase. Chloé apparut, attirée par leur voix. Tu t'en vas? Demanda-t-elle à Manon. Manon s'accroupit, comme la première fois. Il le faut, je crois. Mais je voulais d'abord te remercier. Toi et ton papa, vous avez été formidables. Je ne l'oublierai jamais. Tu iras bien? La question était simple, mais elle résumait tout l'enjeu. Manon ne le savait pas. Mais face à cet enfant, elle sentit une force nouvelle l'envahir. Je vais essayer. De toutes mes forces. Elle serra Chloé dans ses bras, puis se tourna vers Stéphane. Les mots étaient inutiles. Un regard suffit. Merci, dit-elle. De m'avoir vu. Juste moi. Stéphane, la gorge nouée, ne put que hocher la tête. Il la regarda ouvrir la porte et affronter son destin. La conférence de presse était une mise en scène grandiose. Pierre Delacroix, entouré de sa femme, de son futur gendre et d'une armée de conseillers, s'apprêtait à lancer un appel pathétique à la nation. Derrière lui, un portrait géant de Manon, souriante et docile, complétait le décor.
Personne ne s'attendait à la voir surgir. Elle entra par une porte dérobée. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Elle n'avait plus rien de la poupée de la photo. Cheveux courts, tenue sobre, visage nu. Seule la détermination dans son regard brillait. Elle s'avança vers le pupitre, écarta son père abasourdi, et prit la parole. « Je m'appelle Manon Delacroix, dit-elle d'une voix claire. Et je n'ai pas été kidnappée. » Ce fut un déchaînement de flashs et de cris. Manon attendit que le tumulte se calme. « Il y a 3 semaines, j'ai quitté ma fête de fiançailles. De mon plein gré. J'ai fui une vie qui n'était pas la mienne, un bonheur de façade que je ne pouvais plus supporter. » Elle fit une pause. « Pendant ma fuite, j'ai appris qu'un homme innocent et sa fille subissaient un harcèlement odieux à cause de moi. C'en est fini. » Elle se tourna vers son père, dont le visage était décomposé par la rage. « Ma famille a dépensé des millions pour vous vendre une fable. Celle d'une victime sans défense et de parents aimants. Cette fable est un mensonge. » Sa voix se fit plus dure. « La vérité, c'est que mes fiançailles avec Nicolas Lefebvre étaient un mariage arrangé, une transaction commerciale. La vérité, c'est qu'on ne m'a jamais demandé mon avis. La vérité, c'est que quand j'ai tenté de protester, on m'a dit que mes sentiments ne comptaient pas, que mon rôle était d'obéir. Le silence était total. J'ai 34 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je n'avais jamais pris une seule décision par moi-même. J'ai décidé que c'était terminé. » Un léger sourire éclaira son visage. « Je ne suis pas une victime. Je suis une femme qui a enfin trouvé le courage de dire non. Et je n'ai pas à m'en excuser. » Elle quitta le pupitre, ignorant les supplications de son père, la main tendue de Nicolas, le chaos qu'elle laissait derrière elle. Les caméras la filmèrent sortant de la pièce, la tête haute, libre. La suite était prévisible. Les Delacroix se firent discrets, tentant de colmater les brèches. Nicolas Lefebvre publia un communiqué plein de dignité, lui souhaitant le meilleur. Les gendarmes classèrent l'affaire. Le nom de Stéphane fut officiellement blanchi, même si les rumeurs mirent du temps à mourir. Certains voisins s'excusèrent. Sandrine Moreau apporta un autre gratin, sans question cette fois. Chloé devint une sorte de célébrité à l'école. Zoé, qui l'avait accusée, cherchait maintenant son amitié. Les enfants, songea Stéphane, ont la mémoire courte et le sens du vent. Manon, elle, s'évanouit des médias. La nation passa à un autre scandale. Les Delacroix restaient riches et puissants, mais leur image était écornée. 6 mois plus tard, Stéphane reçut une carte postale. D'un petit village des Cévennes. Manon y avait trouvé un appartement et travaillait dans une librairie d'occasion. Elle vivait de peu, apprenait les choses simples de la vie, comme faire un budget ou cuisiner. Elle était, écrivait-elle, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Une photo l'accompagnait. Manon, souriante, devant sa librairie. Stéphane reconnut sur son visage une expression nouvelle, la sérénité. Chloé répondit avec enthousiasme. Stéphane ajouta un mot. Une correspondance s'installa, espacée mais régulière, un fil invisible entre leurs vies. Manon ne demandait rien, mais ce lien était vital pour elle. Stéphane et Chloé avaient été les premiers à la voir pour ce qu'elle était. 1 an après sa conférence de presse, Manon leur rendit visite. Elle arriva dans une petite voiture d'occasion. Elle semblait épanouie, ancrée. Chloé lui sauta au cou. Manon lui offrit une édition originale du « Petit Prince ». « Certaines choses n'ont pas de prix », dit-elle en réponse aux protestations de Stéphane. « Je commence à peine à le comprendre. » Ils dînèrent tous les 3, à la même table où tout avait commencé. La conversation était simple, chaleureuse. On parla de livres, d'école, de la vie qui va. Nulle trace du drame passé. Plus tard, sur le porche, sous les étoiles, Manon se confia. « Parfois, je repense à cette nuit dans la forêt. Si vous n'aviez pas été là. Vous vous en seriez sorti, dit Stéphane. Vous étiez plus forte que vous ne le pensiez. Peut-être, répondit-elle. Mais je n'aurais pas trouvé le courage d'assumer mon histoire. C'est en vous voyant vivre, vous et Chloé, si simplement, si honnêtement, que j'ai compris qu'une autre vie était possible. Que le bonheur n'est pas une question d'argent ou de statut, mais de liberté d'être soi-même. Stéphane comprit.
Il avait bâti sa vie sur des choses simples, sans savoir que pour d'autres, c'était un luxe inestimable. Et maintenant, que ferez-vous? Demanda-t-il. Manon lui offrit ce sourire paisible qui la transfigurait. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je ne sais vraiment pas. Et c'est la sensation la plus merveilleuse qui soit. Ils restèrent là, en silence, à regarder les étoiles. Le vent soufflait doucement. 3 destins, croisés par hasard, étaient désormais unis par un lien indéfectible, le simple et puissant cadeau d'avoir été reconnus.